3 enfants, 15 ans de mariage, et l'ADN a dit 0% de correspondance. Chioma, une femme de classe moyenne parisienne respectée dans toute sa communauté, était seule dans la chambre, les mains tremblantes, tandis qu'elle tenait l'enveloppe médicale. Le papier blanc semblait brûler entre ses doigts. 3 noms. 3 enfants qu'elle avait élevés, aimés et nourris pendant des années. Et aucun d'entre eux, absolument aucun d'entre eux, ne partageait l'ADN de l'homme qu'elle appelait son mari. Comment était-ce possible? Comment une femme qui n'avait jamais trahi son mari pouvait-elle tenir un rapport ADN qui disait que ses 3 enfants n'étaient pas les siens? La réponse était enfouie dans un secret qu'elle gardait depuis 15 ans. Un secret si lourd qu'il avait façonné chaque jour de sa vie matrimoniale. Un secret qui maintenant, avec cette enveloppe dans ses mains, était sur le point de faire exploser toute son existence. Mais pour comprendre comment Chioma est arrivée à ce moment impossible, nous devons remonter dans le temps. Revenir à l'époque où tout semblait parfait, quand sa famille était l'exemple éclatant que tout le monde admirait. Ils se sont mariés à la cathédrale Notre-Dame de Chartres, lors d'une cérémonie qui a réuni plus de 300 invités. Lui, un ingénieur civil prospère qui travaillait sur des projets de rénovation urbaine pour la mairie. Elle, une institutrice de primaire avec un sourire qui illuminait n'importe quel environnement. Ensemble, ils représentaient tout ce que la classe moyenne française aspirait à être. Éduquée, prospère, respectable. Les premières années, le bonheur était authentique. Emeka rentrait à la maison tous les soirs à 7 heures pile, toujours avec un petit cadeau pour Chioma, des fleurs, du chocolat importé. Une fois, un foulard en soie qu'elle a porté tous les dimanches à l'église pendant une année entière. Il l'appelait « mon trésor » et elle l'appelait « mon roi ». Les voisins parlaient du couple parfait qui vivait dans l'appartement du 15, avenue Montaigne. Mais il manquait quelque chose. Quelque chose qui, dans la culture française, reste profondément valorisé dans le mariage traditionnel. Des enfants. 2 ans sont passés, puis 3, puis 5. La chambre d'amis qui aurait dû devenir une chambre d'enfants restait vide. Les parents ont commencé à poser des questions. La mère d'Emeka, Véronique, rendait visite de plus en plus fréquemment, ses yeux évaluant Chioma comme si elle cherchait les preuves d'une défaillance invisible. « Chioma, tu as consulté les médecins ?» demandait-elle, sa voix douce mais chargée d'inquiétude maternelle. « Une femme doit faire les efforts nécessaires. As-tu des options ? En France, l'infertilité reste un sujet tabou, même dans la classe moyenne. C'est une source de honte silencieuse. C'est un sentiment d'échec personnel que beaucoup attribuent à la femme. 42% des femmes françaises confrontées à l'infertilité rapportent une dépression ou une anxiété sévère. Chioma ressentait chaque regard, chaque murmure, chaque question voilée comme un coup de couteau. « Peut-être qu'elle est stérile », murmuraient les femmes de l'église quand elle passait. « Pauvre Emeka », disaient d'autres. « Un si bon homme, gâché avec une femme qui ne peut pas lui donner d'héritier. » Chioma endurait tout en silence. Elle souriait aux réunions de l'église, saluait les voisins, faisait semblant que les mots ne la blessaient pas profondément. Mais la nuit, seule dans la chambre pendant qu'Emeka travaillait tard, elle pleurait dans l'oreiller. Ses prières sont devenues désespérées. « Dieu, s'il te plaît, juste un enfant, juste un. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. » Elle ne savait pas, à ce moment-là, à quel point ces mots la entraient. La 7e année de mariage, Emeka a finalement accepté de faire des examens médicaux. Chioma en avait déjà fait des dizaines. Des échographies, des tests hormonaux, des procédures invasives qui la laissaient endolorie et humiliée. Tous revenaient, normaux. Les médecins disaient qu'elle était parfaitement fertile. « C'est peut-être le stress », suggérait-il. « Détendez-vous, ça arrivera naturellement. » Mais ça n'arrivait pas. Quand Emeka a pris rendez-vous à l'hôpital universitaire de Lagos, Chioma a ressenti une lueur d'espoir. Enfin, peut-être trouverait-il la vraie réponse. Peut-être que le problème ne venait pas d'elle après tout. 3 semaines plus tard, le médecin a convoqué les deux pour une réunion. « Monsieur Emeka ?» a dit le docteur Okonkwo, les mains jointes sur la table, son expression soigneusement neutre. « Les résultats de vos tests sont là. » Le silence dans la pièce était lourd. « Vous avez une condition appelée azoospermie. Votre corps ne produit pas de spermatozoïdes viables, médicalement parlant. Vous êtes infertile. Naturellement, concevoir un enfant sera impossible. » Le monde s'est arrêté. Emeka est restée immobile, son visage se transformant de la confusion au choc, puis à quelque chose de plus sombre. La honte, la colère, le déni.
C'est une erreur, a-t-il dit, sa voix basse et tendue. Refaites le test. Ils l'ont refait. 2 fois de plus. Le résultat était le même. Mais voici le problème. Emeka n'en a jamais parlé à personne. Ni à sa famille, ni à ses amis. Même pas à sa mère qui continuait de blâmer Chioma pour sa stérilité. Il a gardé le diagnostic comme un secret honteux, une blessure cachée dans son ego masculin. Et Chioma, elle restait la coupable aux yeux de tous. Le poids de la honte communautaire, la stigmatisation sociale, les prières de guérison des femmes de l'Église, tout retombait encore sur ses épaules. Mais quelque chose a changé en elle. Là où il y avait auparavant une acceptation passive, le désespoir grandissait maintenant. Elle avait 32 ans. Sa fenêtre biologique se refermait. Sa position sociale se désintégrait. Son mariage, bien qu'aimant en surface, commençait à se fissurer sous la pression. C'est à ce moment de vulnérabilité maximale que le pasteur Olivier est entré dans l'histoire. Pasteur Olivier était le leader de l'église charismatique de la Nouvelle Vie, une assemblée nouvelle et croissante qui attirait des membres de la classe moyenne avec des promesses de guérison spirituelle et de bénédiction. Il avait 45 ans, charismatique, éloquent et connu pour ses accompagnements spirituels, spécifiquement destinés aux couples confrontés aux difficultés de conception. Plusieurs femmes témoignaient qu'après ces sessions privées, elles avaient enfin conçu. Chioma commença à fréquenter ces sessions de prière. Des sessions privées, insistait-il, car Dieu travaille mieux dans l'intimité de la foi. Un après-midi de jeudi, dans le bureau du pasteur à l'intérieur de l'église, entouré de versets bibliques encadrés et de l'odeur d'encens, Chioma ouvrit complètement son cœur. « Pasteur, je n'en peux plus », sanglota-t-elle. « Mon mari a des problèmes médicaux, mais personne ne peut le savoir. Il me l'a fait jurer. Et pendant ce temps, tout le monde me regarde comme une défaillante. Tout le monde dit que je suis incomplète. Je veux juste un enfant. Juste un. Pour prouver que je ne suis pas insuffisante. » Pasteur Olivier écouta, ses mains tenant les siennes, ses yeux remplis d'une compassion qui semblait authentique. « Chère Chioma, dit-il doucement, sa voix basse et intime, j'ai prié pour vous, et Dieu m'a révélé votre souffrance profonde, et il m'a aussi montré un chemin vers la solution. » Chioma leva les yeux, l'espoir brillant à travers les larmes. « Il existe un moyen, » continua le pasteur, « un moyen biblique. Vous connaissez l'histoire de Sarah et Abraham, de Rachel et Jacob? Quand Dieu ferme un utérus par des circonstances naturelles, il ouvre parfois un chemin par une intervention divine. Ce qui se passa dans les semaines suivantes fut une manipulation soigneuse masquée en accompagnement pastoral. Pasteur Olivier cita les Écritures. Parla de substituts bibliques, de comment Dieu utilisait différents vases pour accomplir ses promesses. Et lentement, méthodiquement, il planta une idée dans l'esprit désespéré de Chioma. Que lui, en tant qu'instrument de Dieu, pouvait être le vase par lequel sa prière serait exaucée. Ce ne serait pas de l'adultère, murmurait-il lors de leurs sessions de plus en plus fréquentes. Ce serait une procédure médicale, une assistance spirituelle, une réponse à votre appel désespéré. Chioma était fragmentée. Sa foi, sa culpabilité, son désespoir, tout se mélangeait dans une confusion totale. Elle aimait son mari. Mais elle sombrait sous le poids des attentes non dites. Elle voulait croire que ce que le pasteur proposait était mal. Mais il l'entourait de justifications bibliques si élégantes que sa conscience commença à vaciller. « Pensez à Emeka, » dit le pasteur. « Il ne peut pas avoir d'enfant naturellement. Mais si vous faites cela, vous lui donnerez ce qu'il désire le plus, une famille, l'honneur restauré, et personne ne le saura jamais. » 3 mois après les accompagnements spirituels spécialisés du pasteur Olivier, Chioma était enceinte. La joie d'Emeka fut explosive. Il pleura. Rite prit Chioma dans ses bras et tourna avec elle dans le salon. Appela sa mère, qui accourut avec les amis de l'église, toutes chantant et louant. La chambre d'amis fut immédiatement transformée en nurserie. « Dieu a exaucé nos prières », déclara Emeka. « Vous voyez, tous ont douté, mais Dieu est fidèle. » Chioma souriait. Acceptait les félicitations. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Elle avait franchi une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Et maintenant, elle portait non seulement un enfant, mais un secret qui deviendrait sa prison. Au cours des 15 années suivantes, pasteur Olivier accompagna spirituellement Chioma à travers 3 grossesses. Chacun conçu lors des mêmes sessions de prière privées. Chacun venu au monde tandis qu'Emeka croyait assister à des miracles divins.
Les enfants grandirent. Isabelle, l'aînée, était maintenant au lycée privé, rêvant de devenir médecin. Marc, celui du milieu, était talentueux au football. Et Amélie, la plus jeune, aimait danser. C'étaient des enfants brillants, aimés, prospères. Emeka était un père dévoué, travaillant des heures supplémentaires pour payer les écoles privées, les vêtements de marque, les cours de soutien. Et pendant tout ce temps, Chioma vécut avec le poids écrasant de la vérité. Mais de tels secrets ont une façon d'émerger. Et l'émergence vint d'une manière que Chioma n'avait jamais anticipée. Isabelle, à 15 ans, commença à avoir d'étranges problèmes de santé. Fatigue constante, douleurs musculaires. Après des mois de consultation, les médecins soupçonnèrent une maladie génétique rare. Ils avaient besoin d'un historique médical familial complet. Des tests génétiques comparatifs. Nous devons tester les parents et les frères et sœurs, expliqua l'hématologue. Cela nous aidera à identifier la mutation spécifique et planifier le traitement. Emeka accepta immédiatement. N'importe quoi pour ma fille. Et ainsi, sans réaliser la bombe qui était armée, toute la famille fit des tests ADN comparatifs. 2 semaines plus tard, Chioma reçut un appel du laboratoire. Il y avait des divergences inattendues dans les résultats. Ils lui demandèrent de venir chercher le rapport personnellement. Lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe dans l'intimité de sa voiture, garée derrière l'hôpital, sa vision se troubla. Analyse de paternité. Isabelle. Exclusion de paternité. Probabilité. 0%. Marc. Exclusion de paternité. Probabilité. 0%. Amélie. Exclusion de paternité. Probabilité. 0%. 3 enfants. 15 ans de mariage. 0% de correspondance. Maintenant, seul dans sa chambre, tenant cette enveloppe qui ferait exploser toute sa famille, Chioma faisait face à un choix impossible. Dire la vérité à Emeka signifierait détruire l'homme qu'elle aimait. Révéler que le pasteur en qui il avait confiance avait manipulé sa femme. Admettre que les enfants qu'il avait élevés, qu'il adorait, n'étaient pas biologiquement les siens. Ce serait dévastateur. Mais cacher le rapport signifiait vivre avec ce mensonge encore plus grand. Et maintenant, avec l'état de santé d'Isabelle en jeu, cacher pourrait avoir des conséquences médicales graves pour sa fille. Les médecins avaient besoin d'un historique génétique précis. Un historique qu'Emeka ne pouvait pas fournir parce que il n'était pas le père biologique. Ses mains tremblaient tandis qu'elle regardait l'enveloppe. 15 ans de secret. 15 ans de honte. 15 ans à faire semblant que des miracles s'étaient produits, alors qu'en réalité, elle avait été manipulée par un prédateur religieux. Comment en était-elle arrivée là? Comment un choix fait dans le désespoir était-il devenu ce cauchemar sans fin? Et maintenant, que ferait-elle? Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. La voix joyeuse d'Emeka résonna dans le couloir. « Chioma, mon amour, je suis rentrée. Devine quoi? J'ai reçu une prime aujourd'hui. Allons dîner en famille. Où es-tu » Son cœur s'accéléra. Elle fourra rapidement l'enveloppe au fond de son sac, lissa ses cheveux, sécha ses yeux. « Je suis là », répondit-elle, sa voix faussement joyeuse. Emeka apparut à la porte de la chambre, son visage rayonnant de bonheur. Il portait son plus beau costume, celui qu'il réservait pour les occasions spéciales. Dans ses mains, un bouquet de roses rouges. « Pour la femme la plus forte que je connaisse », dit-il en tendant les fleurs. 15 ans, 3 beaux enfants, et je suis toujours aussi amoureux que le premier jour. Chioma prit les roses, leur parfum doux se mêlant au goût amer de la culpabilité dans sa bouche. Elle regarda l'homme qu'elle aimait depuis 15 ans. L'homme qui appelait des enfants qui n'étaient pas les siens, mais trésors. L'homme qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour leur offrir la meilleure vie. Et elle pensa à l'enveloppe cachée dans son sac, au rapport qui indiquait 0%. Aux mots qui, s'ils étaient à prononcer, détruiraient tout. « Emeka » commença-t-elle, sa voix presque un murmure. Il attendit, souriant, complètement inconscient de la tempête sur le point d'éclater. Chioma ouvrit la bouche, la referma. Le poids de la vérité pressait contre sa gorge comme des pierres. « Dis-lui, ne lui dis pas. Dis-lui, ne lui dis pas. »« Oui, mon amour ?» encouragea Emeka, arborant toujours ce sourire confiant et aimant. Et à cet instant, avec les roses dans ses mains et l'enveloppe brûlant dans son sac, Chioma prit sa décision. Durant les 48 heures suivantes, Chioma devint une actrice dans son propre foyer. Elle préparait le petit déjeuner avec des mains tremblantes, servait les plats avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Aidait Adaez avec ses devoirs de mathématiques, mais ses réponses venaient avec quelques secondes de retard. À l'église, le dimanche, elle s'assit entre Emeka et les enfants.
Mais sa voix sortait mécanique, tandis que son esprit repassait obsessivement le rapport ADN. Probabilité de paternité, 0%. Les mots brûlaient comme un fer rouge. Emeka le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. « Tu es distante ces derniers temps, dit-il un mardi soir. » Sa voix portait une inquiétude sincère. Quelque chose s'est passé au travail. Chioma garda les yeux sur la mousse du détergent. Juste fatiguée. La directrice en demande beaucoup. « Tu es sûr? Tu me regardes à peine depuis quelques jours. »« J'en suis sûr. » Le mensonge sortit plus dur qu'elle ne l'avait voulu. Emeka toucha doucement son épaule. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? » Tout. L'ironie faillit la faire rire. Au lieu de cela, elle se força à l'embrasser légèrement. « Je sais. Ça va passer. Mais ça ne passerait pas. » Cette nuit-là, Chioma resta éveillée jusqu'à 3 heures du matin. Emeka dormait avec l'innocence de celui qui ne sait pas que sa vie est sur le point de s'effondrer. Elle fixa le plafond sombre, sentant le poids écrasant du secret. Comment le lui dire? « Emeka, tu te souviens quand nous n'arrivions pas à avoir d'enfants? J'ai découvert que le problème venait de toi. Alors je suis allé voir le pasteur Okoro et il m'a proposé une solution. Nos enfants sont génétiquement les siens. Impossible. » Les mots semblaient monstrueux même dans l'intimité de ses pensées. Le mercredi commença comme n'importe quel autre jour. Emeka se réveilla tôt, se prépara pour le travail, embrassa Chioma et les enfants. « J'ai oublié mon portefeuille, » dit-il à la porte, retournant dans la chambre. « Il est dans ton sac? Je l'ai emprunté hier à la station-service. » Chioma se figea dans la cuisine, une cuillère de bouillie suspendue dans les airs. « Mon sac? »« Oui. Ça ne te dérange pas, hein ?» Sa voix venait déjà de la chambre. Le temps ralentit. Chioma lâcha la cuillère, ses pieds bougeaient, mais c'était comme courir dans des sables mouvants. Elle arriva à la porte de la chambre exactement au moment où Emeka levait l'enveloppe blanche avec le logo du laboratoire Gentech. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était curieuse, pas encore alarmée, il ne savait pas encore. « Emeka, non. » Mais il l'ouvrait déjà. Ses yeux parcoururent dans la première page, la deuxième. Chioma vit l'instant exact où la compréhension le frappa. C'était comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. D'abord vint la confusion. Ses sourcils se froncèrent. « Test de paternité? Pourquoi tu ?» Il la regarda, attendant une explication simple, logique. Puis vint le déni. Il secoua la tête, relut les pages. « Non, ça ne... Il doit y avoir une erreur. Les laboratoires commettent des erreurs. » Ensuite, l'horreur. Ses mains commencèrent à trembler. Le papier se mit à vibrer. Chioma. Qu'est-ce que c'est? Et finalement, la colère. Lorsqu'il leva à nouveau les yeux vers elle, ce n'étaient plus les yeux de l'homme qu'il aimait. C'étaient les yeux d'un étranger confrontant une traîtresse. « Réponds. » Le mot explosa de lui avec une violence qui fit reculer Chioma. « Emeka, je peux expliquer. »« Expliquer ?» Il jeta les papiers par terre. « Expliquer que mes enfants ne sont pas mes enfants? Expliquer pourquoi tu as fait un test de paternité sans me le dire ?» Les enfants apparurent à la porte, effrayés. Adaeze tenait la main de Chukwudi, ses yeux écarquillés. « Papa? Maman? Retournez dans la chambre !» rugit Emeka. Il ne leur avait jamais crié dessus auparavant. Jamais. Chioma se déplaça rapidement, guidant les enfants en arrière, murmurant des mots de réconfort qui sonnaient en creux, même pour elle. « Tout va bien. Papa est juste stressé. Retournez vous coucher. » Quand elle revint, Emeka était assis au bord du lit, la tête entre les mains. Tout son corps tremblait. « Depuis quand ?» Sa voix sortit rauque, brisée. « Depuis quand tu sais ?» Chioma ferma doucement la porte. Ses propres jambes la soutenaient à peine. « Une semaine. Une semaine. » Il répéta les mots comme s'il testait leur poids. « Tu as su pendant une semaine et tu ne m'as rien dit. Je ne savais pas comment. » « Comment en sommes-nous arrivés là, Chioma ?» Il leva les yeux, et elle vit des larmes couler sur son visage. Emeka, qui ne pleurait jamais, qui était fier de sa force, s'effondrait devant elle. « Tu m'as trahi. Pas de la façon dont tu le penses. Alors de quelle façon ?» Il se leva brusquement. « Ces chiffres ici disent que je ne suis pas leur père. 0,0%. Comment cela arrive-t-il sans trahison ?» Chioma sentit ses propres larmes commencer. « Tu veux la vérité? Toute la vérité? Je pense qu'au minimum tu me dois ça. » Elle respira profondément. Il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Tu te souviens quand nous sommes allés voir tous ces médecins? 5 ans à essayer. Tous les mois, ce test de grossesse négatif. La pression de ta famille, de ma famille. Ta mère disant que j'étais stérile, que tu devrais prendre une deuxième épouse. Je n'ai jamais voulu. Je sais que tu n'as jamais voulu. Mais j'ai vu comment tu regardais les autres familles, les enfants jouant au parc, tes cousins avec leurs bébés. J'ai vu la douleur dans tes yeux, Emeka. Et ça me tuait de l'intérieur parce que je pensais que c'était ma faute. Mais ce n'était pas le cas. Sa voix sortit plus douce, confuse. Les médecins ont dit qu'il y avait des facteurs des deux côtés. Mais je ne le savais pas. Je savais seulement que j'échouais à te donner la famille que tu voulais. Emeka passa ses mains sur son visage. Continue. Je suis allé parler au pasteur Olivier, pour un accompagnement. Il a dit qu'il avait une solution, qu'il pouvait vraiment m'aider. La réalisation commença à se former sur le visage d'Emeka. Non. Il a dit que c'était une procédure médicale. Insémination artificielle. Que beaucoup de couples le faisaient. Il a dit que ce n'était pas une trahison. C'était de la science. C'était la volonté de Dieu. Le pasteur? La voix d'Emeka monta d'une octave. Le pasteur Olivier était impliqué? Il a dit que ce serait confidentiel, qu'un donneur tiers serait impliqué. Mais c'était lui. Emeka explosa. C'était lui. Mes enfants sont les enfants du pasteur. Je pensais sauver notre mariage. Je pensais te donner ce que tu voulais le plus. Ce que je voulais? Emeka pointa vers lui-même. Je voulais la vérité. Je voulais une femme qui me fasse confiance, qui prenne des décisions avec moi. Tu étais si malheureux. Et ça te donnait le droit de faire ça dans mon dos? Il commença à arpenter la chambre. Mon Dieu, Chioma. Chaque souvenir. Le premier sourire d'Adaïs. Les premiers pas de Chukwudi. Tout ça était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Tu es leur père. Tu les as élevés, tu les aimes. Mais je ne suis pas génétiquement leur père. Il frappa le mur de son poing. Tu comprends ce que ça signifie? Comment ça me détruit? Le silence fut dense, étouffant. Chioma vit la dévastation se répandre sur Emeka. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était quelque chose de plus profond. Tous les hommes de ma famille vont se moquer de moi, chuchota-t-il finalement. Ils vont dire que j'ai élevé les enfants d'un autre homme, que je suis moins qu'un homme. Personne n'a besoin de savoir. Je sais! Il se tourna vers elle avec une fureur renouvelée. Je sais! Et ça change tout. Chaque fois que je les regarderai maintenant, je me poserai la question. Je verrai le pasteur. Je verrai ma propre insuffisance. Emeka, ils t'aiment, et ils savent? La question trancha l'air comme une lame. Ils savent que l'homme qu'ils appellent papa n'est pas vraiment leur papa? Chioma secoua la tête, les larmes coulant. Non, bien sûr que non. Devons-nous leur dire? La question plana dans l'air. Chioma imagina Adaeze en train de traiter cette information. Chukwudi se sentant trahi. Kamsi ne comprenant pas, mais ressentant la tension. Ce sont des enfants, dit-elle doucement. Ils sont innocents. Nous ne pouvons pas détruire leur monde. Mais est-ce juste de continuer à mentir? Plus de mensonges sur des mensonges? Je ne sais pas ce qui est juste. Chioma sanglota. Je sais juste qu'ils ne méritent pas de souffrir pour mes erreurs. Emeka se détourna, regardant par la fenêtre. Dehors, la vie continuait normalement. Le monde ne savait pas que dans cette maison, une famille se brisait. Le pasteur, dit-il finalement, sa voix dangereusement calme. Il sait? Il sait qu'il a donné. Du matériel génétique, mais pas comme donneur anonyme. Il sait que ce sont nos enfants. Nos enfants. Emeka rit amèrement. Ses enfants. Avec moi comme l'idiot qui paie les factures et joue au papa. Ce n'est pas comme ça. Il t'a approché? Emeka se retourna brusquement. Après leur naissance? Il t'a approché? Chioma perçut la peur derrière la question. La peur que ça n'avait pas été qu'une procédure clinique. Qu'il y avait quelque chose de plus. Non. Jamais. C'était juste. Médical. Clinique. Et je devrais te croire? Les mots sortirent chargés de venin. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit de ce que tu dis? Chioma n'avait pas de réponse à cela. Emeka prit ses clés sur la commode. Je dois sortir. Emeka, s'il te plaît. Non. Il leva la main. Ne me parle pas maintenant. Si je reste ici, je vais dire des choses que je ne pourrai pas défaire. Où vas-tu? Il s'arrêta à la porte, sans se retourner.
Faire des choses que j'aurais dû faire il y a longtemps. Quand la porte se ferma, Chioma s'effondra sur le sol. Ses sanglots étaient profonds, animaux. Larmes et salive se mélangeaient, tandis qu'elle luttait pour respirer. Une petite main toucha son épaule. Hadès était là, le visage inquiet. « Maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi papa est parti fâché ?» Chioma attira sa fille dans une étreinte désespérée. « Tout va bien, mon amour. Maman et papa ont juste eu une dispute. Vous allez vous séparer ?» La voix d'Adaès était minuscule, terrifiée. « Non, jamais. » Chioma mentit, car quelle autre option y avait-il? Papa a juste besoin de réfléchir. Mais en tenant sa fille, Chioma connaissait la vérité. Emeka n'était pas parti pour réfléchir. Il était parti pour confronter. Parce que Chioma venait de réaliser quelque chose de terrible. Pendant tout ce temps, elle ne s'était jamais demandé pourquoi le pasteur Okoro s'était proposé si facilement. Pourquoi il avait insisté pour être lui-même le donneur alors qu'il existait des cliniques spécialisées. Pourquoi il avait maintenu un contact si proche avec la famille, toujours en visite, toujours présent. Et maintenant, avec Emeka qui allait l'affronter, d'autres questions surgissaient. Des questions que Chioma craignait de répondre. Combien d'autres femmes désespérées le pasteur avait-il aidé? Combien d'autres maris élevaient des enfants sans connaître la vérité? Et que ferait un homme comme Emeka, consumé par la colère et l'humiliation, en découvrant l'étendue complète de la manipulation? Chioma serra Adaès plus fort, sentant le poids de ce qu'elle avait mis en mouvement. Elle pensait sauver sa famille. Mais peut-être n'avait-elle fait que garantir sa destruction. Et maintenant, Emeka était en route pour découvrir que leur secret n'était que la pointe d'un iceberg bien plus grand. Emeka se gara devant l'église avec le moteur encore allumé. Ses mains serrèrent le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Il avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Mais maintenant, face au bâtiment avec sa tour blanche et ses vitraux, il ressentit quelque chose d'inattendu, la peur. Pas du pasteur Obiora. La peur de la vérité qu'il était sur le point de confirmer. Le bureau se trouvait au 2e étage. Emeka avait donné l'argent pour cette rénovation 3 ans auparavant. Cruelle ironie. Il avait financé le sanctuaire où sa vie serait détruite. La secrétaire tenta de l'arrêter. Le pasteur est en prière. « Monsieur !» Emeka passa tout droit et ouvrit la porte avec assez de force pour faire trembler le crucifix. Le pasteur Obiora feuilletait des documents financiers. Il leva les yeux sans hâte, sans surprise, sans peur. Juste calme. Dangereusement calme. « Emeka, je t'attendais. » Cela le désarma. « Tu m'attendais ?»« Bien sûr. Chioma m'a appelé hier. » Hystérique. Disant que tu avais découvert pour l'insémination artificielle. Le mot sonnait trop clinique, comme s'il ne parlait pas de la destruction d'une famille. Insémination artificielle? La colère monta dans sa gorge. Tu nous as menti! Le pasteur ne broncha pas. J'ai fourni une solution divine à un couple désespéré. Tu as fait en sorte que ma femme ait des enfants avec un autre homme sans mon consentement. Ce que vous m'avez supplié de faire. La voix gagna en autorité. Tu te souviens? Il y a 6 ans? Chioma en pleurs, toi à genoux, me suppliant d'intercéder? Pasteur, priez pour nous, nous ferons n'importe quoi. Emeka se souvenait du désespoir, mais cela ne... Tu as déformé nos paroles. Quand nous avons dit n'importe quoi, nous ne voulions pas. Non. Le pasteur se leva, semblant 3 mètres plus grand. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Tu voulais un miracle, mais pas les méthodes. Tu voulais des enfants, mais contrôler comment Dieu travaillerait? La manipulation était si élégante, cela faillit fonctionner. Dieu n'a pas travaillé là-dedans. Toi, tu as travaillé. Tu as violé notre confiance, notre autonomie. Ta femme a signé. Il jeta un dossier sur le bureau. Consentement éclairé. Elle savait tout. Emeka ouvrit avec des mains tremblantes. C'était là, la signature de Chioma, datée d'il y a 6 ans. Document décrivant l'insémination avec donneur anonyme. Elle ne me l'a pas dit, parce que je lui ai conseillé de ne pas le dire. Certains miracles fonctionnent mieux quand ils ne sont pas questionnés. Si tu avais su dès le début, ton doute aurait pu tout détruire. Mais maintenant, vous avez 3 beaux enfants. Pourquoi détruire cela pour des détails techniques? Détails techniques. Comme si la paternité biologique était une note de bas de page. Emeka sentit quelque chose changer. Il était entré en cherchant des réponses, peut-être des excuses. Il trouva quelque chose de sinistre, un prédateur qui ne voyait aucune faute dans ce qu'il avait fait.
Tu ne ressens aucun remords. Du remords? Pour avoir donné le plus grand cadeau de la vie? Pour avoir accompli ma fonction spirituelle? Ta fonction était de prier, pas de jouer à Dieu. Le sourire vacilla. Fais attention à tes mots. Ou quoi? Tu vas m'excommunier? Le pasteur se leva, quelque chose de dangereux dans les yeux. Je ne vais rien faire. Mais toi, tu vas le faire. Tu vas rentrer chez toi, prendre tes enfants dans tes bras et remercier pour la famille que tu as. Parce que l'alternative... Pause calculée. L'alternative est de tout détruire. Pourquoi? Prouver quelque chose. Le piège se referma, inversant la culpabilité, transformant Emeka en méchant. Mais il avait enquêté. Je ne suis pas le premier, n'est-ce pas? Éclair de surprise sur le visage du pasteur, rapidement masqué. Sophie Bernard, il y a 4 ans. Elle et son mari sont venus te voir, désespérés. Elle est tombée enceinte après tes accompagnements personnalisés. Silence. Et puis, il y a Valérie, Isabelle, Christine. Emeka sortit son téléphone. 4 familles, pasteur. Toutes avec le même problème. Toutes avec la même solution spirituelle. Il avait passé la nuit sur des forums en ligne, des groupes sur l'infertilité, les réseaux sociaux de l'Église. Les schémas trop évidents. Des femmes parlant d'un miracle inexplicable. Des couples tombant enceintes après des années d'échecs. Toujours avec une gratitude particulière envers le pasteur. Toujours avec un silence étrange sur les détails médicaux. « Tu chasses des fantômes », dit le pasteur, la voix perdant de son onctuosité. Sophie veut parler. Elle m'a contacté aujourd'hui. Elle en a assez du silence. D'autres femmes aussi veulent. Assez. La voix trancha comme un fouet, plus calme, plus contrôlée. Vous n'avez aucune idée des conséquences. Alors expliquez. Rire amer. La vérité? J'ai aidé de nombreux couples. J'ai guéri des mariages. J'ai offert de l'espoir spirituel. Mes méthodes étaient peu orthodoxes, c'est vrai. Mais regarde les résultats. Des familles épanouies, des enfants adorés, des vies sauvées de la désespérance. Des vies construites sur des mensonges. Des mensonges pieux qui ont empêché des suicides. Il frappa la table. Vous avez une idée de combien de femmes ont envisagé de mettre fin à leur jour à cause de l'infertilité? Le poids de la honte dans notre culture? J'ai offert une issue. Une chance d'être mère sans la stigmatisation. Pendant un bref instant, Emeka vit presque la logique. Presque. Donc, vous êtes un sauveur. Un héros incompris. Je suis un homme qui a fait des choix difficiles pour le bien commun. Non. Vous êtes un prédateur qui a exploité la vulnérabilité. Silence dense comme du béton. Cette conversation est terminée. Si vous poursuivez avec ces accusations fantaisistes, vous découvrirez que vous avez beaucoup plus à perdre que moi. C'est une menace? C'est un fait. Vous pensez que la congrégation va vous croire? Un homme qui vient à peine à l'église? Contre moi, un pasteur qui a servi 20 ans? Il sourit. De plus, comment vos enfants vont-ils réagir quand ils découvriront que leur père veut tout détruire par orgueil masculin blessé? Je vais en parler au conseil des anciens. Le pasteur rit. Bonne chance. 2 heures plus tard, Emeka comprit le sens de ce rire. Le conseil était composé de 7 hommes, tous au-dessus de 60 ans, profondément loyaux au pasteur. Monsieur Luc, trésorier de l'église. Monsieur Bruno, homme d'affaires établi. Monsieur Guy, avocat retraité. Des hommes respectables, influents, qui le fixèrent avec des yeux sans expression. Accusation très grave, dit Monsieur Luc. Je sais, c'est pourquoi j'apporte des preuves. Des preuves? Monsieur Bruno croisa les bras. Je vois des suppositions et des commérages tirés d'Internet. Il y a Sophie Bernard, elle témoignera que... Madame Sophie est confuse, interrompit Monsieur Guy. Elle a souffert d'un effondrement nerveux après l'accouchement. Tout témoignage serait questionnable. Vous le protégez. Nous protégeons cette communauté, corrigea Monsieur Luc. Des allégations qui détruiraient tout ce qu'on a bâti. Du bon travail, il a trompé des couples, il a violé le consentement librement donné. Il a permis à des couples désespérés de réaliser leur rêve de parentalité, dit Monsieur Bruno. Si ces méthodes étaient un peu conventionnelles, peut-être Dieu a-t-il dû travailler par des voies mystérieuses. Emeka vit dans leur visage. Ils savaient que quelque chose de questionnable se passait. Et ils choisirent de l'ignorer. Parce que le pasteur était bon pour les affaires. L'Église grandissait. Les dons augmentaient.
Ces hommes ne laisseraient pas un scandale détruire leur investissement. Donc c'est ça, vous allez faire semblant que rien ne va mal? Monsieur Guy se pencha. Nous allons oublier cette conversation. Vous rentrez chez vous, vous embrassez votre famille. En échange, nous ne parlerons pas de vos indiscrétions personnelles. Quelles indiscrétions? L'affaire il y a 2 ans, la femme à Abuja. Le monde bascula. Il avait eu une liaison brève, regrettée, survenue lors d'un séjour professionnel. Chioma ne l'avait jamais su. Il l'avait confessé au pasteur en confidence. Secret pastoral. Confidentialité spirituelle. Maintenant, une arme contre lui. Vous ne pouvez pas, nous pouvons, et nous le ferons. Monsieur Guy ouvrit les mains. Votre choix. Silence et paix, ou exposition et destruction. Emeka sortit avec des jambes tremblantes. Il pensait se battre contre un homme. Mais il se battait contre un système qui protégeait les intérêts à tout prix. À la maison, presque minuit. Chioma éveillée, une tasse de thé froid dans les mains, les yeux gonflés. « Ils t'ont menacé, dit-elle. Comment? Parce qu'ils m'ont menacé aussi. Le pasteur a appelé. Il a dit que si je témoigne, il va me faire passer pour une adultère qui a trompé son mari. Mais il a le document, que j'ai signé sous la contrainte, du feu dans la voix. Il a dit que c'était la seule façon, que Dieu exigeait ma foi, que si je le racontais, le miracle ne fonctionnerait pas. J'étais désespéré. Et il a utilisé ça. » Emeka regarda sa femme, vraiment regarda et vit une autre victime, manipulée autant que lui. « Que faisons-nous » Chioma redressa les épaules. « Nous nous battons. Ensemble. » Le téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. « Je suis Sophie Bernard. Le pasteur pensait m'avoir réduite au silence. Il avait tort. Je peux te rencontrer demain? J'ai des documents. Je connais d'autres femmes qui veulent parler. » Pour la première fois en 2 jours, Emeka ressentit quelque chose au-delà du désespoir. Il ressentit de l'espoir. Mais il serait détruit d'une manière imprévue. À l'étage, Isabelle, 17 ans, était sortie de sa chambre. Elle ne pouvait pas dormir avec le bruit, discussion à voix basse, porte qui claque quand son père est arrivé. Tension électrique remplissant la maison. Elle descendit pour prendre de l'eau quand elle entendit les voix. Pasteur Olivier. Accompagnement spirituel. Ne sont pas vos enfants biologiques. Elle se figea sur la dernière marche. Son esprit lutta pour traiter. Ne sont pas vos enfants biologiques. De qui? De papa? Elle s'assit sur le sol froid, la main sur la bouche étouffant les sons. Elle entendit tout, chaque mot terrible, chaque révélation dévastatrice. Son père n'était pas vraiment son père. Ses frères n'étaient pas vraiment ses frères. Toute sa vie était un mensonge. Et elle ne savait pas que c'était seulement la première fissure dans une fondation sur le point de s'effondrer complètement. L'explosion émotionnelle des enfants dans la chambre d'Adaez ne resta pas contenue. Les cris, les accusations, les pleurs, tout résonna dans la maison, traversant les murs que Chioma et Emeka avaient reconstruits avec tant de soin pendant des années. Il n'y avait plus moyen de retarder. Il n'y avait plus moyen de protéger. Isabelle descendit les escaliers comme une tempête. Ses yeux, rouges d'avoir tant pleuré, brûlaient maintenant d'une colère cristalline. Elle trouva ses parents dans le salon, assis côte à côte sur le canapé, avec cette expression de ceux qui savaient que ce moment devait arriver, mais n'avaient jamais été véritablement préparés. « Je veux la vérité », exigea Isabelle, d'une voix qui semblait bien au-delà de ses 17 ans. « Toute la vérité, pas de « tu ne comprendrais pas » ou « quand tu seras plus grande », maintenant. Chioma regarda Emeka. Emeka regarda Chioma. Et dans ce silence de 3 secondes, un accord tacite se forma. Il était temps. Les 3 autres enfants descendirent peu après. Marc, 10 ans, confus et effrayé. Sophie, 8 ans, agrippée à son ours en peluche. Et Laurent, le Benjamin de 6 ans, les yeux écarquillés, essayant de comprendre pourquoi tout le monde pleurait. Emeka commença à parler, mais les mots sortaient tronqués, insuffisants. Comment expliquer une trahison institutionnelle à un enfant de 6 ans? Comment traduire la manipulation spirituelle dans un langage qui ne détruise pas leur innocence? Chioma prit le relais. Sa voix tremblait, mais il y avait une nouvelle fermeté, quelque chose qui n'existait pas avant. « Les enfants » commença-t-elle, regardant chacun d'eux. « Vous savez que papa et maman vous aiment beaucoup, vous tous. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant votre naissance. Quelque chose que vous devez savoir. » Marc l'interrompit immédiatement.
C'est vrai que tu as trahi papa avec le pasteur? Le mot « trahison » sonnait brutal dans la bouche d'un enfant. C'est bien plus compliqué que ça, répondit Kiyoma, respirant profondément. Mais oui, j'ai eu une relation avec le pasteur Olivier. Et oui, techniquement, Isabelle est née de cette situation. Mais la vérité complète est tellement plus complexe que cette simple phrase. Sophie commença à pleurer. Laurent demanda, avec l'honnêteté cruelle des petits-enfants. Alors nous avons des papas différents. Emeka se pencha en avant, posant les mains sur ses genoux, comme si le poids de cette conversation était trop physique pour être supporté assis normalement. Non, dit-il, avec une conviction qui le surprit lui-même. Vous avez un père. Moi. La biologie ne définit pas la famille. L'amour définit. La présence définit. Et j'ai choisi d'être le père de vous tous. Isabelle laissa échapper un son, mi-rire, mi-sanglot. Tu as choisi? Tu as vraiment choisi? Comme si c'était une sorte de générosité de ta part? Isabelle, commença Chioma. Non. L'adolescente se leva. Tu ne comprends pas. Toute ma vie, j'ai cru avoir une famille normale, un vrai père. Et maintenant, je découvre que je suis le résultat de... De quoi exactement? D'une trahison? D'un mensonge? Qui suis-je vraiment? Ce fut Chioma qui se leva cette fois. Et pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose au-delà de la culpabilité dans ses yeux. Il y avait de la clarté. « Tu veux savoir qui tu es ?» demanda Chioma, sa voix gagnant en force. « Tu es Isabelle Rousseau, fille d'Emeka et de Chioma Rousseau. Tu es une jeune fille extraordinairement intelligente, courageuse, avec un sens de la justice si puissant que même une tromperie génétique n'a pas réussi à étouffer. Tu es la preuve vivante que l'amour vrai transcende la biologie. Voilà qui tu es vraiment. » Le silence qui suivit fut dense. Les plus jeunes enfants regardaient entre les parents et la sœur aînée, essayant de déchiffrer si c'était la fin ou le début de quelque chose. Et puis, Chioma fit quelque chose qui changea tout. Elle s'assit par terre, littéralement descendue du piédestal adulte et assise sur le tapis du salon, à la hauteur des enfants. « Je dois vous raconter une histoire, dit-elle. Mon histoire. Et vous devez écouter. Parce que c'est la seule façon de comprendre. » Et Chioma commença à parler. Pas comme mère, pas comme épouse, mais comme Chioma, la femme qui existait avant tous ces titres. Elle parla de 2010, de la pression, d'être mariée depuis 3 ans sans aucun signe de grossesse, des visites aux cliniques, des tests, des regards de pitié des infirmières, de comment, dans leur culture, une femme sans enfant était considérée comme incomplète, invisible, défectueuse. « Vous ne comprenez pas ce que c'est, dit Chioma, regardant particulièrement Adaez. Être traité comme si tu étais moins. Comme si ton seul but était de donner des héritiers, et que tu échouais. Elle parla des tantes qui chuchotaient, de la belle-mère qui suggérait qu'Emeka cherche des alternatives, de comment elle avait commencé à croire qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas chez elle. Et puis elle parla du pasteur Adebayo. Pas comme un monstre, pas encore, mais comme il était apparu, charismatique, attentionné, avec ce sourire qui vous faisait sentir vu, spécial, choisi. Il a commencé en offrant une prière spéciale, raconta Chioma, sa voix devenant plus basse. Des sessions privées. Il disait que Dieu lui avait révélé que mon infertilité était spirituelle, qu'il y avait des blocages que seul lui pouvait enlever à travers une ministration profonde. Adaez écoutait maintenant, vraiment écoutait, avec une expression qui passait lentement de la colère à quelque chose de plus complexe. Horreur. Compréhension, compassion réticente. Chioma parla de comment la manipulation fut graduelle. Comment il mélangeait des versets bibliques avec des touches accidentelles. Comment les sessions de prière se transformèrent en conversations intimes, puis en rencontres secrètes, et finalement, en quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé faire. « Je ne m'excuse pas pour ce que j'ai fait, » dit Chioma, et il y avait une nouvelle force dans cette déclaration. Pas complètement, parce que j'étais victime. Mais aussi. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. J'ai aussi fait des choix. De mauvais choix. Et j'ai porté la culpabilité de ça seule pendant des années. Emeka posa la main sur son épaule. Un geste simple, mais chargé de sens. Quand je suis tombée enceinte de toi, Adaez, continua Chioma, regardant directement sa fille, j'ai pensé que c'était un miracle. Le pasteur m'avait convaincu que Dieu avait opéré à travers lui.
Et je voulais tellement y croire. Je voulais tellement être mère que je n'ai pas questionné. Je n'ai pas voulu voir. Elle parla des années qui suivirent. Comment Emeka lui avait pardonné, même sans connaître toute l'étendue de la trahison. Comment elle était tombée enceinte naturellement des 3 autres enfants, prouvant qu'il n'y avait jamais rien eu de mal avec elle. Comment elle avait vécu dans le silence, dans la culpabilité, dans la peur constante que la vérité ne soit révélée. Et maintenant, dit Chioma, sa voix se brisant enfin, maintenant j'ai découvert que je n'étais pas la seule. Qu'il a fait ça à d'autres femmes. qu'Adaez n'est pas la seule enfant née de cette manipulation systématique. Les enfants restèrent silencieux. Même Obioma, qui normalement ne pouvait pas rester tranquille plus de 2 minutes, était complètement immobile. Ce fut Adaez qui prit finalement la parole, les larmes coulant sur son visage, mais avec une clarté inattendue. « Tu as été abusé. » Chioma cligna des yeux. Ce mot « abusé » était quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis de penser. C'était toujours erreur, péché, faiblesse, mais jamais abus. « Oui », murmura-t-elle. « Je crois que oui. » Et à cet instant, quelque chose changea. La colère d'Adaez, si ardente quelques minutes auparavant, commença à se transformer. Elle ne disparut pas, ce serait malhonnête de le dire. Mais elle gagna en nuances, elle gagna en contexte. « Je suis toujours en colère, » dit Adaez, essuyant ses larmes. « Mais pas contre toi, ou pas seulement contre toi. Je suis en colère contre lui, contre le système qui a permis ça, contre les gens qui auraient trop dû te protéger et ne l'ont pas fait. » Chidi, qui était resté silencieux tout ce temps, prit enfin la parole. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Emeka prit une profonde inspiration. « Maintenant on se bat, pas seulement pour notre famille, mais pour toutes les familles qu'il a détruites. Ta mère va témoigner, publiquement, et nous serons à ses côtés. » Amara, toujours la plus pragmatique, demanda. « Mais si maman raconte à tout le monde, les gens vont dire du mal d'elle. »« Oui, » répondit Chioma, avec une honnêteté brutale. « Ils le feront. Certaines personnes vont me traiter d'adultère, de briseuse de foyer, de menteuse, mais d'autres comprendront. Et plus important encore, d'autres victimes sauront qu'elles ne sont pas seules. » Obioma, avec la sagesse surprenante que seuls les jeunes enfants semblent avoir, dit quelque chose que personne n'attendait. « Les secrets rendent malades. La maîtresse l'a dit à l'école. C'est mieux de dire la vérité et d'être un peu triste que de garder un secret et d'être malade à l'intérieur. » Le silence qui suivit fut empreint de respect. D'une certaine manière, un enfant de 6 ans avait capturé l'essence de tout ce qu'ils affrontaient. Chioma prit Obioma dans ses bras et le serra fort. « Tu as raison, mon amour. Les secrets rendent malade. Et maman est fatiguée d'être malade. » La conversation se poursuivit pendant des heures. Il y eut plus de larmes, plus de questions, plus de moments de colère et de moments de tendresse. Mais à la fin, quand les enfants allèrent finalement se coucher, il y avait quelque chose de différent dans l'air de la maison Okonkwo. Ce n'était pas la paix, ce serait faux de l'appeler paix. Mais c'était la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que le silence. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de remarquable se produisit. Chioma, qui avait passé des années recroquevillée sous le poids de la culpabilité, commença à se déployer. Elle rechercha Ngozi Uche, la première femme qui s'était manifestée avec son histoire. Elles se rencontrèrent dans un café discret, loin des regards curieux de la communauté. Et là, buvant du thé dans des tasses bon marché, 2 femmes qui n'auraient jamais dû se connaître partagèrent leurs blessures. « J'ai passé 12 ans à me détester, » confessa Chioma, pensant que j'étais faible, pensant que j'avais trahi mon mari par pure luxure ou ambition. Ngozi secoua la tête. « Je me suis culpabilisé aussi, pendant des années. Mais tu sais ce que j'ai réalisé? Il était formé pour ça. C'était un schéma. Il savait exactement quelles femmes chercher, des femmes désespérées, vulnérables, socialement sous pression. Et il savait exactement quoi dire. »« Comment as-tu trouvé le courage de parler ?» demanda Chioma, sincèrement curieuse. Ngozi sourit tristement. « Ma fille m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais de son père avec affection, comme d'autres mères le font. Et j'ai réalisé que mon silence façonnait son image d'elle-même. Elle commençait à penser qu'il y avait quelque chose de mal avec elle pour exister. Et à ce moment-là,
J'ai décidé que ma honte ne valait plus que sa dignité. Chioma sentit quelque chose bouger en elle. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas exactement du courage, pas encore, mais c'était la graine du courage. « Je veux témoigner », dit Chioma, se surprenant elle-même. « Je veux monter à cette chaire, dimanche, et tout raconter. » Ngozi serra sa main. « Tu es sûr ? Parce qu'une fois que tu parles, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les gens vont juger, vont parler, vont inventer des versions de ton histoire. »« Je sais, » répondit Chioma. « Mais si je ne parle pas, d'autres femmes continueront à se taire. D'autres filles grandiront en pensant qu'elles sont responsables de la manipulation qu'elles ont subie. Et je ne peux pas. Je ne peux pas porter ça. » Quand Chioma raconta sa décision à Emeka, il resta silencieux pendant un long moment. « J'ai peur, » admit-il finalement. « Pas de toi, mais de ce que ça va coûter. Pour toi, pour les enfants, pour nous. J'ai peur aussi, » dit Chioma. « Mais tu sais ce qui me fait le plus peur? L'idée qu'Adaès grandisse dans une famille construite sur des mensonges. L'idée que d'autres femmes continuent de souffrir en silence pendant que je me cache derrière la respectabilité. » Emeka attira sa femme dans une étreinte. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas une étreinte de réconfort ou de pardon. C'était une étreinte de partenariat, de respect. « Alors nous le faisons ensemble, » dit-il. « Et que Dieu nous aide. » Ce soir-là, Chioma eut une conversation privée avec Adaès. Juste toutes les deux, assises au bord du lit de l'adolescente, avec la lumière douce de la lampe de chevet créant une atmosphère d'intimité rare. « Je suis vraiment désolé, » commença Chioma, « pour toute la confusion que cela a apporté dans ta vie. Tu ne méritais pas de naître au milieu de tout ce gâchis. » Adaese resta silencieuse un moment. Puis elle posa une question que Chioma n'attendait pas. « Tu regrettes de m'avoir eu ?» La réponse vint sans hésitation. « Jamais. Pas une seule seconde. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais je regrette les circonstances. Je regrette la manipulation. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de parler avant. Je déteste que mon ADN vienne de lui, » confessa Adaès, la voix brisée. « Je déteste que quand je me regarde dans le miroir, je puisse voir des traits de lui. » Chioma prit le visage de sa fille entre ses mains. « Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde ? Je vois une force que je n'ai jamais eue à ton âge. Je vois du courage. Je vois quelqu'un qui refuse d'accepter les mensonges, même quand la vérité est douloureuse. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de toi. C'est entièrement toi. » Adaès fondit en larmes, et Chioma la serra dans ses bras, laissant la jeune fille pleurer tout ce qu'elle avait retenu ces derniers jours. Toute la confusion, toute la colère, toute la peur existentielle d'une adolescente découvrant que son identité n'était pas ce qu'elle pensait. « J'ai décidé, » dit Chioma lorsque les larmes diminuèrent enfin, « que je vais te laisser le nom de famille Okonkwo. Peu importe ce que dit le test ADN. Emeka est ton père, dans le seul sens qui compte vraiment. » Adaese acquiesça, mais demanda ensuite. « Et le pasteur ? Il va savoir que j'existe ?» « Il l'a toujours su, » répondit Chioma, avec une amertume qu'elle ne put complètement dissimuler. « Mais il n'a jamais voulu savoir. Et maintenant, il va devoir te faire face, toi et tous les autres enfants qu'il a aidés à créer puis abandonner. » Il y avait quelque chose de féroce dans cette promesse, quelque chose de guerrier. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, l'enquête prenait de l'ampleur. Une troisième femme s'était manifestée, puis une quatrième. Chaque témoignage ajoutait une couche supplémentaire de preuves au schéma systématique d'abus. Les avocats documentaient tout méticuleusement. Date, lieu, circonstances. Le schéma était si cohérent qu'il en devenait choquant. Des femmes mariées, luttant contre l'infertilité, vulnérables spirituellement, cherchant désespérément une solution que leur foi promettait, mais que la médecine ne livrait pas. Et là, au milieu de cette vulnérabilité, le pasteur Adebayo construisit son empire. Pas d'argent, bien qu'il y ait eu beaucoup d'argent impliqué, mais de contrôle, de pouvoir, de satisfaction perverse à façonner la vie d'autres personnes. L'avocat Chukwuma appela Emeka avec une mise à jour. « Nous avons 4 témoignages solides maintenant, » dit-il, « et des preuves ADN de 3 enfants, dont Adaès. Le schéma est indéniable. » Mais, pressa Emeka, mais rien de tout cela n'importe si les femmes ne sont pas disposées à témoigner publiquement. Devant les tribunaux, oui. Mais le véritable champ de bataille ici n'est pas légal, il est social.
Il est spirituel. Nous devons briser le pouvoir de l'Église sur ces gens. Chioma va témoigner, dit Emeka, avec une confiance qu'il ressentait réellement. Dimanche, pendant le culte. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Vous êtes sûr? C'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas une déclaration, corrigea Emeka. La guerre se déroulait déjà. Nous étions juste en train de perdre en silence. Maintenant nous allons riposter. Le samedi soir, Chioma arriva à peine à dormir. Elle répéta mentalement ce qu'elle dirait. Imagina les réactions. Se prépara au jugement, au rejet, à être possiblement expulsée de la communauté qui avait été toute sa vie. Mais elle se prépara aussi à autre chose, à la possibilité de libération, à la chance que sa voix puisse créer un espace pour d'autres voix, à l'espoir que sa fille puisse grandir dans un monde où les victimes ne portent pas la honte des auteurs. Le dimanche matin arriva avec un ciel dégagé et clair, presque ironique dans sa beauté, considérant la tempête qui était sur le point de se déchaîner. La famille Okonkwo s'habilla en silence. Chioma choisit une robe simple, blanche, sans ornement. Il y avait quelque chose de symbolique là-dedans. Pureté non performative, mais honnête. Emeka porta son meilleur costume. Adaez, étonnamment, demanda à venir aussi. « Tu es sûr ?» demanda Chioma, inquiète. « Ça va être difficile. Je dois être là », répondit Adaez, avec une détermination qui rappelait autant sa mère que son père, son vrai père. « Si tu vas parler pour moi, je dois être là, pour montrer que je te soutiens. » Quand ils arrivèrent à l'église, le parking était déjà bondé. C'était un culte normal du dimanche. Des familles qui arrivent, se saluent, des enfants qui courent, le groupe de louanges qui fait la balance sonore. Tout absolument normal. Et sur le point de ne plus jamais être pareil. Dimanche matin. Le sanctuaire de l'église de la lumière divine était bondé de plus de 500 personnes. Les chaises en plastique organisées en rangées serrées, la chaleur s'accumulant déjà même à 9 heures du matin. Le ventilateur de plafond tournait lentement, déplaçant l'air dense chargé de parfums, de sueur et d'anticipation. Le pasteur Olivier était sur scène, magnifique dans son costume bleu impeccable, le micro sans fil dans une main, l'autre levé vers le ciel. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs avec cette autorité charismatique qu'il avait construite au cours de 23 ans de ministère. L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, sa voix tonnait. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen, répondait la congrégation à l'unisson, certaines personnes déjà debout, mains levées. Chioma était assise au 5e rang, exactement où Emeka avait suggéré. Ni trop en avant pour paraître conflictuelle, ni trop en arrière pour être ignorée. Visible, stratégiquement positionnée, ses mains tremblaient sur ses genoux. Elle les entrelaça avec force, tentant de contrôler le tremblement qui remontait le long de ses bras. À côté d'elle, Emeka était assis, ferme et protecteur, ses yeux fixés sur le pasteur sur scène. 3 rangées devant, Ngozi était assise avec son mari. 2 rangées derrière, Amara. De l'autre côté de l'allée, Blessing. Elle saurait tout quoi faire le moment venu. Aujourd'hui est un jour de témoignage, annonça le pasteur, sa voix s'adoucissant pour prendre ce ton intime qu'il maîtrisait si bien. Dieu veut utiliser vos histoires pour édifier le corps du Christ. Qui a un témoignage à partager? Le cœur de Chioma battait si fort qu'elle pensa que tout le monde pouvait l'entendre. C'était le moment, le point de non-retour. Elle se leva. Le sanctuaire était plein, mais soudain, il sembla immense. 500 personnes. 500 pères Dieu qui bientôt seraient fixés sur elle. Elle sentit ses jambes faiblir, sa bouche se dessécher. « Oui, sœur Chioma », dit le pasteur, sa voix chaleureuse et encourageante. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. « Venez devant et partagez ce que Dieu a mis dans votre cœur. » Chioma s'avança dans l'allée, chaque pas semblant durer une éternité. Le bruit de ses chaussures sur le sol en béton était trop fort. Elle pouvait sentir le regard de tous sur elle, curiosité, attente, certains souriant pour l'encourager. Elle prit le microphone que le pasteur lui tendait. Ses mains tremblaient encore. Il le remarqua, posa sa main sur la sienne, dans un geste de soutien pastoral, ce sourire réconfortant qu'elle connaissait si bien. Son contact lui donna envie de reculer. Mais elle pensa à Adaez, à son fils qui grandissait en croyant un mensonge. Elle pensa aux autres femmes assises dans ce sanctuaire, portant le même secret, la même douleur. Elle commença. «
Mon nom est Chioma. Sa voix sortit faible au début, mais prit de la force. Et je suis venu ici aujourd'hui pour dire la vérité. Une vérité que je porte depuis 4 ans. Le sanctuaire devint silencieux. Ce silence plein d'attente qui précède quelque chose d'important. Adaez, mon fils. Elle prit une profonde inspiration. Il n'est pas le fils biologique de mon mari. Un murmure parcourut l'assemblée. Surprise, confusion. Certains se penchèrent en avant. Le pasteur garda son sourire pastoral, mais quelque chose se durcissait dans ses yeux. Je comprends que les mariages traversent des difficultés, ma sœur, commença-t-il, sa voix prenant ce ton de conseil. Mais ce n'est pas l'endroit pour. Le père biologique d'Adaez, Chioma l'interrompit, sa voix désormais ferme et claire, se trouve sur cette scène. Le silence qui suivit fut absolu, comme si tout le sanctuaire avait cessé de respirer. Le pasteur Olivier est le père biologique d'Isabelle, dit-elle. Il m'a approché quand j'étais vulnérable, quand mon mariage connaissait des difficultés de conception. Il m'a dit que c'était un accompagnement spirituel, que c'était un mentorat pastoral. Mais c'était une manipulation délibérée. Le sanctuaire explosa dans un chaos contrôlé. Des voix se chevauchant, des gens se tournant les uns vers les autres, certains se levant. C'est un mensonge! La voix du pasteur résonna dans les haut-parleurs, désormais dépourvue de douceur pastorale, dure, défensive. Sœur Chioma, l'ennemi vous utilise pour... J'ai une preuve, dit Chioma, sortant une enveloppe de son sac. Test ADN officiel. 99,9% de probabilité. Le pasteur Olivier est le père biologique d'Isabelle. Elle plaça le document sur le support du microphone pour que tous puissent voir. Et alors Sophie se leva. « Mon nom est Sophie, dit-elle, sa voix perçant le chaos. Toutes les têtes se tournèrent. Et j'ai la même histoire. » Le sanctuaire redevint silencieux. Ce silence choqué de la réalité qui se refaçonne. « Ma fille Amélie, » poursuivit Sophie en se dirigeant vers l'allée. 4 ans. Le pasteur Olivier est son père biologique. J'ai aussi un test ADN. 99,9%. Elle brandit sa propre enveloppe. « Non !» La femme du pasteur cria depuis le premier rang en se levant. « Ce n'est pas vrai. Ces femmes sont folles. » Elle. Moi aussi. Valérie était debout maintenant, sa voix tremblante mais déterminée. « Mon fils Pierre, 3 ans. Pasteur Olivier. 99,9%. » Le sanctuaire s'effondrait en temps réel. Des gens debout, criant, certains tentant de sortir, d'autres se pressant vers l'avant pour mieux voir. Les diacres essayèrent de rétablir l'ordre, mais il n'y avait plus d'ordre à rétablir. « Moi aussi !» Isabelle se leva, des larmes coulant sur son visage. « Mon fils Théo, 2 ans. Même histoire, même pasteur, même manipulation. 99,9%. 4 femmes, 4 documents, 4 enfants, un homme. Le schéma était indéniable, visible, irréfutable. « C'est une attaque spirituelle !» hurla le pasteur, sa voix désormais désespérée, le microphone saturant sous l'intensité. « Le diable utilise ces femmes pour détruire ce ministère. J'ai construit cette église de mes propres mains. Vous avez construit cette église sur des mensonges. » Une voix masculine l'interrompit. Quelqu'un dans l'assemblée. « Il a fait la même chose à ma cousine !» Une autre voix, une femme âgée sur le côté. Le sanctuaire se divisait sous les yeux de tous. Certains soutenaient encore le pasteur, leur voix le défendant, criant au pardon, disant que l'Église ne pourrait pas survivre sans lui. D'autres étaient horrifiés, trahis, leur foi s'écroulant à chaque révélation. « Combien d'autres ?» quelqu'un cria. « Combien d'autres enfants ? Combien d'argent de l'Église a été utilisé pour faire taire des femmes ?» cria un autre. Les anciens de l'Église étaient sur scène maintenant, encerclant le pasteur. Certains tentant de le protéger, d'autres clairement choqués, leur loyauté divisée entre l'homme qu'ils connaissaient et la vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. C'est ridicule. L'un des anciens supérieurs, Monsieur Rousseau, saisit un microphone. Le pasteur Olivier a servi cette communauté pendant 23 ans. Ces femmes veulent clairement. J'ai aussi un témoignage. La voix venait du fond du sanctuaire. Jeune, masculine, claire. Toutes les têtes se tournèrent. Un jeune homme se tenait debout, pas plus de 25 ans, portant le polo des pasteurs assistants. Junior Obiora. Il marcha dans l'allée, chaque pas délibéré. Son visage était pâle, mais déterminé. « Mon nom est Gabriel Dupont, » dit-il, sa voix ferme. « Je suis pasteur assistant de cette église depuis 3 ans. Et il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. »
Le sanctuaire était si silencieux que le son du ventilateur de plafond semblait assourdissant. « Ma mère, Diane, est décédée il y a 2 ans, poursuivit Gabrielle. Avant de mourir, elle m'a dit la vérité sur mon père. Une vérité qu'elle a cachée pendant 25 ans. » Il s'arrêta au milieu de l'allée, se tournant pour faire face directement au pasteur. « Le pasteur Olivier est mon père biologique, dit-il. Ma mère était une jeune femme de sa paroisse en 1999. Elle avait 22 ans, vulnérable, fraîchement divorcée. Et il l'a manipulée exactement de la même manière qu'il a manipulé ces 4 femmes devant nous. » Gabrielle brandit une enveloppe. Sa main ne tremblait pas. « Test ADN. Fait il y a 6 mois, après la mort de ma mère, et que j'ai enfin eu le courage de chercher la vérité. 99,9% de certitude. Le pasteur Olivier Mercier est mon père biologique. L'impact de cette révélation fut viscéral. 25 ans. Ce n'était pas une erreur récente. Ce n'était pas une défaillance temporaire. C'était un schéma, une pratique, une prédation systématique qui s'étendait sur des décennies. « Combien ?» demanda Gabrielle, sa voix se brisant maintenant. « Combien de femmes au cours de 25 ans? Combien d'enfants ont grandi sans connaître la vérité? Combien de familles ont été détruites ?» Le pasteur Olivier ne parlait plus. Il était sur scène, pâle, ses yeux se déplaçant de visage en visage comme un animal acculé. Son autorité, qui avait semblé si absolue seulement 15 minutes auparavant, se désintégrait. « Vous ne comprenez pas, » dit-il finalement, sa voix désormais petite, défensive. « La pression de diriger une église comme celle-ci. Oh, les tentations. Je ne suis qu'humain. »« Vous êtes un prédateur. » Emeka se leva, sa voix coupant toute sympathie qui aurait pu se former. « Vous avez utilisé votre position spirituelle pour manipuler des femmes vulnérables. Ce n'est pas une faiblesse humaine, c'est un abus calculé. » Des sirènes à l'extérieur. Le son transperça le chaos du sanctuaire, bleu et rouge clignotant à travers les fenêtres. Les doubles portes s'ouvrirent. 3 policiers entrèrent, leur présence tranchant le chaos comme un couteau. L'officier qui menait, l'inspectrice Adeyemi, marcha directement dans l'allée centrale, ses yeux fixés sur la scène. « Pasteur Chukwudi Okafor, » dit-elle, sa voix coupant formellement à travers le sanctuaire. Vous faites l'objet d'une enquête pour de multiples accusations de coercition sexuelle, fraude de paternité et détournement de fonds de l'Église. Nous avons besoin que vous nous accompagniez pour interrogatoire. »« Non !» La femme du pasteur courut vers l'avant. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est un homme de Dieu !»« Madame, s'il vous plaît, reculez !» dit fermement l'inspectrice. Elle ne regarda pas la femme. Ses yeux restèrent sur le pasteur. Le pasteur Chukwudi descendit lentement de la scène. Ses mains tremblaient, maintenant, tout ce pouvoir charismatique évaporé, ne laissant qu'un homme d'âge moyen se recroquevillant sous le poids de décennies de mensonges qui s'effondraient. L'inspectrice Adeyemi prit ses mains, les ramenant en arrière. Le clic des menottes résonna dans le sanctuaire silencieux. Il n'y eut pas de cri dramatique. Il n'y eut pas de monologue. Juste le son du métal cliquetant en place. La réalité physique de la justice. Alors que les policiers l'escortèrent dans le couloir, passant devant Chioma, devant Ngozi, Amara, Blessing, devant Junior, devant toutes les vies qu'il avait détruites, le pasteur gardait les yeux baissés. Chioma le regarda être emmené. Et pour la première fois en 4 ans, elle ne ressentit pas de peur. Elle se sentit libre. Le sanctuaire explosa à nouveau lorsque les portes se refermèrent derrière les policiers. Mais maintenant c'était différent. Ce n'était pas le chaos du déni, c'était le chaos du traitement, de la réconciliation. D'une communauté entière forcée de confronter la réalité que l'homme en qui ils avaient eu confiance, l'homme qui les avait guidés spirituellement pendant plus de 2 décennies, avait été un prédateur tout ce temps. Certains pleuraient, certains criaient, certains étaient simplement assis en silence, choqués, fixant la scène vide où leur pasteur se tenait quelques instants auparavant. Les 4 femmes se retrouvèrent dans l'allée centrale. Sans mots, juste des étreintes. La solidarité physique de survivantes qui finalement avait été crue. Junior s'approcha d'elle, ses yeux rougis. « Merci, » lui dit Chioma, sa voix se brisant. « D'avoir eu ce courage. Ma mère n'a jamais eu de courage de son vivant, » dit-il doucement. « La honte l'a tuée autant que le cancer. Mais vous avez eu du courage pour nous toutes. » Dehors, à travers les fenêtres, tous pouvaient voir la voiture de police partir. Le pasteur Olivier sur la banquette arrière, la tête baissée, les menottes reflétant la lumière du matin.
L'église charismatique de la Nouvelle Vie ne serait plus jamais la même. Mais pour la première fois depuis des années, peut-être pourrait-elle enfin devenir un lieu d'authenticité et de vérité. 3 mois plus tard, la communauté entière avait changé. La nouvelle de la condamnation du pasteur Olivier se répandit rapidement à travers la ville et au-delà. 18 ans de prison. Biens de l'église confisqués pour indemniser les victimes. Les manchettes des journaux étaient les sans pitié. Pasteur condamné pour manipulation sexuelle et fraude. 12 femmes témoignent contre un prédateur religieux. L'empire spirituel s'effondre sous le poids de la vérité. Au tribunal, les preuves étaient irréfutables. Les tests ADN, méticuleusement documentés. Les témoignages des 12 femmes, chacune révélant la même histoire terrible. La promesse de miracle. La procédure secrète. La découverte dévastatrice des années plus tard. Chioma s'assit dans la galerie chaque jour du procès. Non par vengeance, mais par témoignage. Pour la première fois de sa vie, sa voix avait été entendue. Et cette voix avait tout changé. Lorsque la sentence fut prononcée, elle ne pleura pas. Elle tint simplement la main d'Emeka et respira, profondément. Comme si elle libérait des années de silence emprisonné. Justice avait été rendue. Mais ce n'était que le début de la véritable guérison. Dans la maison des Obiora, la transformation était presque palpable. Les murs ne gardaient plus de secrets. Les conversations n'étaient plus répétées. Pour la première fois en 15 ans, cette famille respirait la vérité. Chioma regardait Adaeze sur le canapé, sa fille de 17 ans écrivant dans son journal. La même jeune fille qui 3 mois auparavant avait crié « Vous avez tout détruit », traitait maintenant la douleur différemment. La thérapie avait aidé, mais ce qui avait vraiment tout changé était l'honnêteté brutale des parents. « Maman, dit Adaeze un soir, puis-je te lire quelque chose ?» Chioma acquiesça, se préparant. « J'ai appris que la vérité ne détruit pas les familles, les mensonges détruisent. La vérité ne fait que révéler ce qui a toujours été réel. Et ce qui est réel dans notre famille, c'est l'amour. Pas le sang, l'amour. » Les yeux de Chioma se remplirent de larmes. Mais c'étaient des larmes différentes. Pas de douleur, de fierté. Le fils du milieu avait pris une décision qui surprit tout le monde. À 14 ans, il demanda à être légalement adopté par Emeka. « Papa, dit-il, tu as toujours été mon père. Maintenant, je veux que le papier dise la même chose que mon cœur a toujours su. » Emeka, l'homme qui avait failli laisser la colère le détruire, serra son fils dans ses bras et pleura comme il n'avait jamais pleuré auparavant. C'était son garçon. La biologie n'avait rien à voir là-dedans. La fille cadette, âgée de seulement 10 ans, avait tout assimilé avec une simplicité dévastatrice. « Alors, le pasteur Adeyemi est notre père biologique ?» demanda-t-elle un soir au dîner. « Oui, » répondit Chioma, préparée à toute réaction. La petite réfléchit un instant. « Ça veut dire qu'il nous a donné des gènes. Mais papa nous a donné tout le reste. On dirait que papa a eu la meilleure affaire. » La pièce se figea dans le silence. Et puis, pour la première fois depuis des mois, il y eut des rires, authentiques, libérateurs, cathartiques. Cet enfant de 10 ans avait résumé une vérité qu'il faudrait à la plupart des adultes des années pour comprendre. Mais la guérison ne se limitait pas aux 4 murs de cette maison. Lors du mariage de Chioma et Emeka, ils décidèrent de faire quelque chose de radical, un renouvellement de vœux, mais pas une cérémonie traditionnelle, une déclaration publique de recommencement. « Je te choisis », dit Emeka, regardant Chioma dans les yeux. « Pas parce que la société dit que je dois, pas parce que les circonstances nous lient, mais parce qu'après avoir vu le pire de nous, je crois encore au meilleur de nous. » Chioma lui prit les mains, la voix ferme. « Je te promets la vérité, toujours, parce que j'ai appris qu'un mensonge dit pour protéger ne fait que détruire plus lentement. Et tu mérites mieux que ça. » Il n'y eut pas d'applaudissements. Seulement des témoins silencieux d'un amour qui était mort et ressuscité. Plus fort, plus réel. Dans l'église qui avait été le centre du scandale, une autre transformation se produisait. 40% des membres étaient repartis, incapables d'assimiler la trahison. Mais 60% étaient restés, pas par déni, mais par détermination de reconstruire quelque chose de meilleur. La nouvelle pasteur était une femme. Ce n'était pas une coïncidence. La congrégation avait voté à l'unanimité pour un leadership féminin, pour la transparence, pour la responsabilité. « Nous ne pouvons pas effacer ce qui s'est passé, » dit-elle lors du premier sermon. « Mais nous pouvons garantir que cela ne se reproduira plus jamais. Et cela commence par un pouvoir partagé, pas concentré. »
avec des questions encouragées, pas étouffées. Un groupe de soutien pour les victimes fut formé. Et ce qui s'y passa fut extraordinaire. 23 femmes révélèrent des expériences similaires. Pas toutes avec le pasteur Adeyemi, mais avec d'autres leaders religieux, d'autres hommes de pouvoir qui avaient utilisé Dieu comme excuse pour l'abus. Chioma dirigea ces réunions. La victime était devenue avocate, et sa voix, autrefois réduite au silence, résonnait maintenant. « Vous n'êtes pas seul, dit-elle un de ces soirs, regardant des visages marqués par des années de honte secrète. Et votre silence n'est pas une faiblesse, c'est de la survie. Mais maintenant, nous survivons ensemble. Et ensemble, nous changeons le système. » Le mouvement s'étendit au-delà de cette église, au-delà de cette ville. Le fils du pasteur Obiora, Junior, maintenant âgé de 32 ans et avocat établi, prit une décision radicale. Il utilisa son influence pour faire pression en faveur d'une législation réglementant les organisations religieuses. « Les églises ne peuvent pas être des États dans l'État », argumenta-t-il lors d'une audience publique. Si un médecin a besoin d'une licence, si un avocat a besoin d'une supervision, pourquoi un leader religieux ayant du pouvoir sur des milliers de vies n'aurait-il pas besoin de rendre des comptes? La proposition de loi ne passa pas. Pas encore. Mais la conversation avait commencé. Et au Nigeria, où le pouvoir religieux était presque absolu, cette conversation était révolutionnaire. 6 mois après le procès, la maison des Obiora avait une nouvelle routine. Adaez avait obtenu une bourse d'études en droit. Pas par hasard. Elle voulait être avocate des droits des femmes. Le trauma s'était transformé en objectif. Le fils du milieu suivait les traces d'Emeka dans l'entreprise de construction. Pas parce que c'était attendu, mais parce qu'il admirait sincèrement l'homme qui avait choisi d'être père. La fille cadette avait le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école. Une histoire sur une famille qui découvre que l'amour n'est pas ce qui vous lie par le sang, mais par le choix. Quand Chioma la vit sur scène, livrant la réplique finale, « Nous ne sommes pas nés famille, nous sommes devenus famille », elle réalisa que le cycle avait été brisé. Ces filles ne grandiraient pas dans le silence. Elles n'accepteraient pas l'autorité aveugle. Elles ne confondraient pas le contrôle avec l'amour. C'était la vraie victoire. Par un après-midi tranquille, Chioma s'assit sur la terrasse avec une tasse de thé. Emeka la rejoignit, le silence entre eux désormais confortable, au lieu d'être tendu. « Tu sais ce que j'ai compris ?» dit-elle, regardant le coucher du soleil. « Pendant des années, j'ai pensé que protéger la famille signifiait garder des secrets, que l'amour signifiait le sacrifice silencieux. Et maintenant ?» demanda Emeka. « Maintenant je sais que protéger la famille signifie dire la vérité, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce qu'une fondation construite sur des mensonges s'effondre toujours. Mais une fondation construite sur la vérité, celle-là résiste à toutes les tempêtes. » Emeka acquiesça lentement. « Je pensais qu'être père signifiait être le pourvoyeur, le protecteur, l'homme avec toutes les réponses. Et maintenant ? Maintenant je sais qu'être père signifie être présent, même quand c'est inconfortable, être vrai, même quand je ne suis pas parfait. Ces enfants, » sa voix se brisa légèrement, « ne sont pas les miens biologiquement. Mais ils sont les miens de toutes les façons qui comptent. »« Ils t'ont choisi, » dit Chioma doucement. « Et tu les as choisis. C'est plus puissant que n'importe quel test ADN. » Ce soir-là, la famille se réunit pour dîner. Il n'y avait pas de drame, seulement des conversations normales sur les devoirs, les projets de week-end, les petites irritations quotidiennes. Adaez s'est plainte de la professeure de mathématiques. Le fils du milieu a montré un projet de design qu'il avait réalisé. La plus jeune a fait des imitations de ses camarades qui ont fait rire tout le monde. Et au milieu de cette normalité merveilleusement banale, quelque chose de petit mais profond s'est produit. La plus jeune, sans réfléchir, a dit « Papa, peux-tu me passer le sel ?» Emeka l'a passé, sans hésitation, sans charge émotionnelle. Mais Chioma a vu. Elle a vu le moment où cet enfant, qui connaissait maintenant toute la vérité biologique, choisissait encore ce mot. « Papa ». Les yeux d'Emeka ont rencontré ceux de Chioma à travers la table. Un regard qui disait tout. Ils avaient survécu. Plus que ça. Ils avaient transformé le trauma en fondation. Après le dîner, quand les enfants étaient allés dans leur chambre, Chioma est restée seule dans la cuisine. Elle a regardé les photographies au mur. La famille à différents moments. Anniversaire, remise de diplôme, petits instants. Sur chaque photo, l'amour était visible. Réel. Cela n'avait rien à voir avec la génétique. Elle a pensé au pasteur Adeyemi, maintenant en prison. Il avait donné du sperme.
Mais Emeka avait donné sa présence, sa patience, son amour inconditionnel dans les jours difficiles. Il n'y avait aucune comparaison. Le téléphone a sonné. C'était Amaka, l'une des femmes du groupe de soutien. « Chioma, je voulais te remercier. Aujourd'hui j'ai dit la vérité à mon mari, après 8 ans de silence, et il est resté. Il a dit qu'on allait résoudre ça ensemble. » Chioma a souri, les larmes coulant. « Tu vois, la vérité ne détruit pas ce qui est réel. Elle expose seulement ce qui était illusion. »« J'ai appris ça de toi, » a dit Amaka. « Tu m'as sauvé. »« Non, » a répondu Chioma doucement. « Tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai seulement montré que c'était possible. » Quand elle a raccroché, Chioma a réalisé quelque chose de profond. Sa douleur avait un but. Son trauma était devenu un phare. Et chaque femme qui disait maintenant la vérité était la preuve que rien n'avait été vain. Ce soir-là, avant de dormir, Chioma a écrit dans son journal quelque chose qu'elle faisait maintenant tous les soirs. « Cher moi du passé, tu as cru que protéger la famille signifiait porter des secrets toute seule. Tu as pensé qu'aimer signifiait sacrifice silencieux. Tu avais tort. Et je te pardonne pour ça. L'amour véritable n'exige pas le silence. Il exige du courage. Le courage d'être vu, d'être honnête, de croire que ce qui est vrai survivra à la vérité. Nos enfants vont bien. Pas malgré la vérité, mais grâce à elle. Et je suis enfin libre. Avec amour, la femme que tu es devenue. » Elle a fermé le journal et a regardé Emeka, déjà endormi à côté d'elle. Cet homme qui avait toutes les raisons de partir. Mais il est resté. Pas par obligation, par choix. Et le choix, elle l'avait compris, était la forme la plus pure d'amour. En prison, à quelques centaines de kilomètres de là, le pasteur Adeyemi était seul avec ses pensées. Il avait créé 13 enfants biologiquement. Mais il n'en connaissait aucun. Il avait donné la vie, mais il n'avait jamais donné d'amour. Et maintenant, dans les années qui lui restaient, il devrait vivre avec cette vérité. Pendant ce temps, dans une maison simple à Lagos, 3 enfants dormaient en paix. Sachant qui ils étaient, sachant qu'ils étaient choisis, sachant que la famille n'était pas une question d'ADN. C'était une question de qui se présente, qui reste, qui aime quand c'est difficile. Et dans cette maison, l'amour n'était pas un mot vide, c'était une action quotidienne. C'était une vérité douloureuse, c'était un choix constant, c'était la vraie histoire. Pas sur un scandale, mais sur une transformation. Pas sur une destruction, mais sur une reconstruction. Pas sur des victimes, mais sur des survivantes devenues révolutionnaires. Et au Nigeria, où le pouvoir religieux avait régné sans être questionné pendant des générations, quelque chose avait fondamentalement changé. Les femmes parlaient, les systèmes étaient questionnés, la vérité était exigée. Et tout a commencé avec une femme qui a refusé de rester silencieuse. Chioma avait pensé qu'elle était seule. Mais sa voix avait réveillé des milliers de personnes. Et maintenant, ces voix ensemble réécrivaient ce que signifiait être une famille, être une femme, être puissante. Pas à travers la violence, pas à travers la vengeance, mais à travers l'arme la plus puissante qui existe, la vérité dite à voix haute. Et cette vérité, une fois libérée, ne pouvait plus être emprisonnée. L'histoire de la famille Obiora n'était pas sur une fin heureuse parfaite. Elle était sur un vrai nouveau départ. Et parfois, recommencer avec la vérité est plus précieux que continuer avec l'illusion. Parce qu'au final, ce qui nous définit n'est pas le sang dans nos veines. C'est l'amour dans nos choix. Et les Obiora avaient bien choisi.